Bonjour à tous, ici Mathieu Denis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de recevoir, un immense honneur de recevoir quelqu'un que j'admire depuis très longtemps, Monsieur Frank Ropers. Salut Franck. Salut à toi. Alors, bon, je pense que vous avez déjà entendu parler de Frank Ropers. Tu es passé à la télé, tu es passé dans les médias, tu as une chaîne YouTube avec, alors je regardais tout à l'heure, 868 000 abonnés, ce qui est totalement incroyable par rapport à la chaîne de Penser et Agir. C'est surtout le site qui est connu et pas la chaîne. J'ai listé quelques petits aspects de ta carrière pour partager avec l'audience qui ne te connaîtrait pas. Donc, tu es un pratiquant d'arts martiaux depuis plus de 38 ans, notamment Viet Vo Dao, boxe française, boxe anglaise, boxe thaïlandaise. Tu es septième dan de Pencak Silat. Alors, Pencak Silat, c'est du self-défense, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est un art martial indonésien. Effectivement, à l'origine, c'est du close combat. Du close combat, hein. Donc c'est vraiment de la self-défense dure. Celle de la jungle, hein, celle qu'ils utilisaient en fait en temps de guerre, hein. Donc c'est vraiment resté ancestral. Pas de règle. On voit sur tes vidéos que c'est en effet que c'est assez violent. Donc, tu es septième dan de Pencak Silat. Parallèlement, et c'est ce qui va aussi nous intéresser dans cette interview, tu as étudié le Qigong, la sophrologie, le yoga, la PNL, l'EFT. Tu es praticien en hypnose érectionnelle et en hypnose rapide. Donc, sacré parcours. On a une alliance du corps et de l'esprit qui est assez intéressante et c'est vraiment là-dessus que je veux orienter cette interview. Tu es le créateur de l'Académie Frank Ropers où tu dispenses des formations à la fois en présentiel et en ligne. Donc, tu es un spécialiste du self-défense, comme on l'a dit. Et aujourd'hui, on peut dire que tu es youtubeur parce qu'avec presque 1 million d'abonnés, bah, c'est aussi un métier. Première question, Franck. Qu'est-ce que c'est que la réussite pour toi? Comment tu définirais la réussite? Alors la réussite pour moi, c'est très simple. C'est être aligné avec ses valeurs, aligné avec ses envies et ses rêves. Ça vient vraiment avoir une sorte de bien-être global. Ça veut dire aussi bien un bien-être physique, un bien-être mental et social. Un peu, c'est la définition de l'OMS, hein. La santé, c'est quoi? C'est un bien-être physique, mental et social. Et pas souffrir d'invalidité, souffrir de maladie. Ça veut dire être bien simplement vraiment de manière holistique, globale, quoi. C'est pas simplement avoir de l'argent ou avoir une belle maison. Et on a chacun en fait une forme de réussite différente. C'est ça qui est beau. Et en fait, parfois, on commence vers une voie qui on pense être celle de la réussite de sa vie. C'est pas la bonne. C'est pour ça que parfois, on fait des ajustements qui font que il y a plusieurs de parcours de vie. Voilà, pour moi, c'est ça. Ok, alors c'est super intéressant. Sur Penser Agir, on explique que le début de la réussite, c'est de s'aligner par rapport à ses valeurs. Donc, super que tu aies employé ça dès le début, notamment ces trois valeurs fondamentales. Du coup, ça me fait rebondir sur une question. Comment tu as trouvé, toi, personnellement, tes valeurs? Est-ce que tu les avais dans le berceau? C'est-à-dire, tu as été éduqué dans la vie parfaite et on t'a enseigné les bonnes valeurs qui te correspondaient? Ou est-ce que tu as dû les chercher, ça s'est pas fait en un jour et comment est-ce que tu as fait? Non, alors moi, je suis quelqu'un qui aurait dû se perdre à l'origine, hein, parce que j'ai un passé assez difficile. J'étais à la rue très très jeune, hein, à 6-7 ans. Donc, j'avais pas de repères, ou quand j'avais des repères, c'était des mauvais repères, hein, ceux des mauvais garçons, comme on dit, hein. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup tâtonné. Donc, j'ai pris une voie. J'ai la voie, la mauvaise voie, hein, celle de la rue, hein, celle où on fait le costaud pour survivre, celle de la violence, celle de la dureté, celle de la malhonnêteté parfois. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai découvert des prédispositions en sport et j'ai vite compris que c'était un outil pour moi de sortir de la masse et de me faire reconnaître par les autres, devenir un leader charismatique reconnu par les autres. Pas m'affirmer en tant que leader, mais être reconnu. Ce qui m'a permis, comme je n'étais pas costaud à l'époque, faut quand même savoir, je suis né en couveuse, j'étais prématuré, donc pas costaud. J'étais souvent malade, donc c'est un moyen pour moi de trouver des outils pour survivre, quoi. Parce que par la force, c'était pas possible, je savais pas me battre. Donc, je me suis dit, c'est un moyen pour moi de sortir de la masse et de devenir quelque part l'outil des autres. C'est qu'en fait, j'ai vite organisé des compétitions dans la rue où on jouait pour de l'argent, enfin, on pariait de l'argent, ainsi de suite. J'ai organisé des compétitions, donc j'ai commencé à fédérer. J'ai vu que j'avais facilement les capacités à être leader en D'accord? utilisant ce que je savais faire. Et puis c'est monté rapidement. Je suis devenu le champion du quartier et puis j'ai été repéré sur un stade par quelqu'un et puis qui m'a permis de gravir les échelons. Et puis j'ai terminé à l'INSEP, j'étais en sport-études, j'étais en équipe de France. Voilà. Ça s'est fait très rapidement et là, ça m'a sorti de la rue. J'ai découvert un autre univers qui m'a plu, mais qui laisse des séquelles puisque en fait, tu mets toute ton énergie dans la compétition, mais Ouais. sans savoir ce que tu vas faire derrière. Donc tu cherches la médaille. Et c'est là que je me suis rendu compte très rapidement que ce n'était pas forcément la voie idéale
parce qu'après la médaille, il n'y a plus rien, et la médaille, ça flatte l'ego essentiellement, hein. On ne pouvait Ouais. pas en vivre à l'époque, et puis Mhm. que bah, c'était un leurre, hein, c'était une sorte de vernis pour compenser un manque que j'ai pas eu. Et si tu veux, après, bah, la chance que j'ai eue, c'est que quand on m'a viré de l'INSEP, pour ça que je dis toujours les échecs, les obstacles te permettent parfois de rebondir et te sauvent la vie, m'a Ouais. permis d'analyser et de dire, bah, en fait, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce qu'à part courir, je sais faire que ça, quoi. Et là, bah, je me suis reconstruit une autre vie, bah, la vie de la réussite. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? J'ai fait une sorte d'introspection à ma Ils ont fait façon, hein, laquelle? parce que j'avais 16 ans. T'avais 16 ans? Non. Ouais, 16 ans. Ouais, ouais, 16 ans. Quand ils D'accord. m'ont viré de l'INSEP, j'avais 16 ans. Donc j'ai eu une petite phase de flottement de 6 mois. Et pendant cette phase de flottement, j'ai fait une introspection. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mm. Alors moi, dans un premier temps, j'ai visé la réussite argent, réussite sociale. Quand on est riche, on a tout ce qu'on veut. Donc j'ai travaillé dans le monde de la nuit. J'ai été garde du corps, j'étais videur. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et bah, là encore, hein, j'ai dit, mais c'est pas ça. Parce que bah, c'était risqué, parce que bah, on tourne en rond. C'est un milieu où on se cultive pas trop. On est dans le paraître, on est dans la force, tu vois, vraiment dans l'apparence physique, du costaud, celui qui s'impose, celui qui est le mâle alpha, hein, le dominant, c'est vraiment ça, hein. Et Mhm. puis, je suis passé responsable. Et là, j'ai commencé à voir l'intérêt du mental que j'avais déjà en compétition, l'intérêt d'avoir une bonne capacité à communiquer, l'intérêt d'être, comment je pourrais dire, à l'aise dans les relations interpersonnelles avec les gens, quel que soit le milieu. Et là, j'ai découvert que j'avais des facilités. Les mêmes qu'en sport, c'est que je pouvais me fondre dans tous les milieux. J'étais un peu un caméléon, aussi bien dans les milieux politiques, milieu du showbiz, milieu des sportifs, milieu des voyous. J'avais cette capacité de rebondir et d'être bien avec les gens. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et j'ai commencé à chercher, c'est là que j'ai découvert ce que c'était que la PNL, c'est là que j'ai Ouais. commencé à m'intéresser à la sophrologie à 18 ans, hein. J'ai commencé mes premiers cours de sophrologie. Et puis après, bah, j'ai développé un auto-hypnose, je suis hypnothérapeute, effectivement, donc j'ai fait que travailler là-dessus. Et là, je me suis rendu compte de l'importance du mental, de l'état d'esprit à avoir pour réussir sa vie. Et je me suis Ouais. rendu compte que la force physique ou le bien-être physique est important, le bien-être mental, même si ça veut tout dire et rien dire, d'être bien, d'avoir une bonne énergie, d'avoir envie de faire des choses, de ne pas se laisser abattre. Euh, Déterminer, c'est important. Je me suis rendu compte que la santé était primordiale, mentale et physique, parce qu'on parle souvent de la santé physique, mais il y a la santé mentale. Et enfin, les relations avec les autres étaient essentielles. On est des animaux sociaux. On a besoin des autres. Moi, j'ai jamais réussi tout seul. J'ai toujours eu une main tendue. J'ai toujours été entouré d'une équipe comme là aujourd'hui. J'ai des gens qui m'aident. Bah là, la preuve, c'est que techniquement, ça marchait pas. Bah, j'ai pris quelqu'un pour qui c'est le métier. Je lui ai demandé, il m'a dépanné. Il ira beaucoup plus vite que moi. Il sait mieux faire et moi, j'en ai pas envie. Donc en fait, c'est ça, j'ai appris à travailler avec les autres et une chose qui est commune, que j'ai retrouvée vraiment dans tous les domaines, c'est qu'on ne peut pas réussir tout seul Ouais. et que la curiosité et le partage étaient le seul moyen de s'élever. Et de se regarder le nombril en développant son ego, c'était le meilleur moyen pour se planter. Voilà ce que j'ai découvert dans toutes les disciplines ou toutes les thématiques que j'ai pu vivre dans ma vie, quoi. Voilà. Ok, je retiens donc deux leçons, on va dire, que tu as communiquées, que je trouve absolument géniales. C'est que c'est dans l'adversité que tu as su changer ton cap à chaque fois. C'est-à-dire quand tu Mm. étais dans la rue et que c'était pas bien de taper sur tout le monde, quand tu as fait tes compètes et que tu t'es rendu compte que la médaille, c'était pas l'objectif, tu as rechangé. Et puis ensuite, quand tu as travaillé de nuit, tu as vu qu'en fait, c'était les relations sociales qui primaient plutôt que l'ego. Donc tu as réussi à te réorienter comme ça. Et puis aussi, on voit que tu es un bosseur derrière, quoi. C'est, Ouais, de euh, toute façon, il y a les gens qui vendent des techniques miracles, devenir riche en 5 jours, devenir un leader charismatique avec 3 techniques de PNL, non. Parce que déjà, il faut apprendre, il faut le digérer et après, il faut pratiquer. Donc, il faut agir. C'est ça que les gens qui font plein de formations de dev perso, ok, c'est bien, mais s'ils n'agissent pas derrière, c'est comme le gars qui fait de la muscule, qui regarde son pot de protéines, s'il ne consomme pas, bah, il n'aura pas l'apport protéique nécessaire. C'est toujours le même problème, on revient toujours sur les fondamentaux qui sont du bon sens en fin de compte, hein, les qui sont bases, les que du bases, les bases. les Alors, bases. aujourd'hui, il y a, bon, sur Penser et Agir, comme c'est un site très connu, je reçois énormément de mails et on va dire que 80% des mails, c'est la même chose. C'est ce que j'appelle le mal du siècle, ce qu'on appelle la procrastination. Tu C'est dois ça. connaître le mot barbare. Les gens qui Oui. reviennent au lendemain, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui se disent, en fait, ils ont un symptôme, ces gens-là, c'est qu'ils sont en manque d'énergie tous les jours. C'est des Mmh. gars qui ont un peu le Mmh. regard vers le bas, qui sont un peu voûtés, qui sont un Mmh. peu chiés dans leur vie et qui n'arrivent pas à avoir cette étincelle d'énergie pour faire la petite action, on va dire, qui va peut-être entraîner un changement de vie plus tard. Mmh. Qui a changé plusieurs fois de vie. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui disent j'arrive pas à passer à l'action, je procrastine et je sais pas comment m'en sortir parce que, et là ils ont toutes les raisons du monde,
on voit avec les gilets jaunes, ou alors je gagne un SMIC, ou alors j'ai un travail qui me prend 50 heures par semaine, ou j'ai des enfants, etc., etc. Comment est-ce que quelle serait une astuce ou une clé que tu dirais aux gens qui procrastinent et qui n'arrivent pas à s'en sortir, juste à passer à l'action? Alors, moi, j'ai une méthode qui est assez scolaire, en fait. C'est la méthode de la page blanche. Ils couchent sur un papier. En fait, ils font un trait au milieu. À gauche, ils mettent quelles sont leurs aptitudes, leurs passions, leurs compétences. On a tous une compétence et pas leur identité, mais ce qu'ils ont envie de faire en fait par rapport à leurs valeurs. Leur Donc, il y a un valeur. lien d'identité. Par exemple, ce qui fait pour moi quelque part, le fait de trouver quelque chose dans ta vie qui va te faire plaisir, qui te permettra peut-être d'en vivre ou même de t'épanouir, c'est justement le mélange, la mixité entre la passion, Mhm. d'accord, la compétence, qui permettra d'en vivre, puisqu'il faut que la compétence, c'est pas qu'une passion, hein, et ton identité. Si les trois sont mêlés, tu peux faire quelque chose de bien. S'il manque un de ces piliers, ça va être difficile. C'est que si tu as une passion et que tu es incompétent, tu n'iras pas loin. Si tu as la passion et que tu as la compétence, ok, mais si ça ne correspond pas à tes valeurs, bah, ça ne marchera pas. Dès qu'à la première difficulté, tu arrêteras. Donc voilà, c'est la première chose. Donc ils vont se rendre compte qu'ils ont plus de capacité et d'aptitude qu'ils le pensent. Et puis, à côté, ils mettront leur souffrance, les Mm. souffrances que ça génère, le fait de ne pas vivre la vie qu'ils veulent et de procrastiner, justement. Alors après, en fonction de ça, ils vont se rendre compte que ce ne sont pas des quiches, c'est ce que je dis souvent, ce ne sont pas des gens qui sont à la ramasse, mais on a tous des capacités, il faut les développer. Et après, une fois qu'on a couché sur le papier, il y a une vraie prise de conscience. Écrire, c'est autre chose que de penser, c'est matérialiser quelque chose. Ouais. Après, une fois qu'on est face à ça, il va falloir agir. Alors moi, j'ai des techniques qui sont particulières, c'est que quand les gens n'osent pas faire les choses, parce qu'en fait, ils se sont achetés un confort. Donc c'est une prison dorée parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir une vie facile, parce qu'ils restent dans ce confort, où ils n'affrontent pas leur peur, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un faux confort, puisque quand on veut une vie facile, il faut aller vers la difficulté. Si on veut vivre un enfer, il faut rester dans la facilité, c'est prouvé, hein. Parce qu'à la première difficulté, ils vont l'avoir tellement grosse, cette difficulté, par rapport à eux, que ça va être un enfer. Si par contre leur cerveau est habitué à vivre des difficultés, bon, en fait, ça fait partie de la vie. Et comme on est plus grand que la difficulté, parce qu'on a travaillé pour, en fait, on a développé un tel mental que c'est facile. L'exemple typique, c'est que les gens se font des montagnes sur une action. Alors moi, j'ai une technique, c'est celle de un peu qu'on utilise en psychologie cognitive et comportementale. C'est quand on veut diminuer en hypnose, on fait une chose, une phobie, on commence par l'identifier, on commence par la mesurer avec un curseur, et après on affronte tout doucement cette phobie. On commence par des choses très soft, puis on Mhm. se rend compte que première étape on la passe, deuxième, troisième, puis on se rapproche de plus en plus de la phobie de manière imaginaire, c'est l'imagerie mentale, mentalement, et après on la compare avec la réalité, on commence à être confronté à la réalité, donc on visualise et après on se confronte à cette phobie, mais vraiment physiquement, de manière avec un thérapeute, de manière progressive, et une fois que le subconscient et que le cerveau enregistré qu'il n'est pas en danger, en fait on vit de mieux en mieux la chose. C'est comme ça qu'on fait pour la phobie de l'avion, pour des phobies d'araignée, plein de choses, quoi. Et en fait, dès qu'on agit, même si c'est une petite action, le mental, il enregistre, surtout si on récompense derrière. Le Ouais. mental, il faut la récompense derrière. Et il se voit qu'il ne se passe rien, et puis on est fier. Donc on travaille sur l'estime de soi, on renforce ce mental, comme on renforce un muscle. Et quand on fait les petites actions avec des grandes actions, c'est comme quand on prend des poids de plus en plus lourds, le muscle se développe, on fait des fibres, et on devient de plus en plus fort. Et le problème pour eux, c'est que comme ils ne se lancent pas la première fois, il ne se passe rien. Mais dès qu'ils vont passer sur une petite action qui va paraître peut-être désuète pour quelqu'un qui est à l'aise, mais pour eux, c'est énorme. Moi, j'ai plein d'histoires comme ça dans ma vie, des gens qui ont été transformés par une petite action, et puis ils ont pris confiance, deuxième action, troisième, ils font boule de neige. J'ai l'exemple, j'ai une de mes filles qui se faisait une montagne d'aller affronter un patron pour un entretien professionnel. Ouais. Alors j'ai dit, tu sais, je comprends. Je lui dis, alors déjà, j'ai dédramatisé. J'ai dit, ce que tu vis, c'est ce que vit 99% des gens. La peur du patron, parce qu'il a un statut social. Il faut savoir que c'est un statut soit qu'on lui a donné, si c'est un salarié, s'il est directeur, soit qu'il a, puisqu'il a créé, puisqu'il est patron. Mais quoi qu'il arrive, c'est un statut. Tu le vois à la piscine en maillot de bain à côté de toi, il ne se passera rien. Tu n'auras pas peur. C'est le fait que tu reconnaisses, que tu te fasses vraiment c'est toi en fait, c'est ta propre peur, hein, que tu t'es créé parce que c'est un patron. Mais tu n'imagines même pas que le patron peut être sympa et qu'il a besoin de toi. Et Mm. que tu ne passes pas à la casserole, il a sûrement besoin de toi, et c'est à toi de faire en sorte de dire que tu es la bonne personne. Et puis j'ai dit, tu sais, une fois que tu en auras fait 10 entretiens, 20, même si tu prends 20 gamelles, je te promets qu'à force de le faire, tu vas finir par trouver ça
courant, au même titre que le prof de fac qui prend la parole la première fois devant un amphi rempli, bah, il a peur, puis au bout de 10 ans, il a plus peur. Au même titre que moi, je fais une démo devant 16 000, j'ai eu peur la première fois devant une personne, devant 10 personnes, maintenant, ça ne me fait rien. Et donc, je l'ai pratiqué avec d'autres personnes, ça fonctionne super bien, sauf qu'il faut bien faire une petite action pour ne pas créer une croyance limitante ou un blocage. C'est ça le danger. C'est pour ça que souvent, il faut être aidé d'un thérapeute. Ce n'est pas une obligation, mais il ne faut pas mettre la barre trop haute. Parce que là, on va renforcer un blocage et on va renforcer un échec. Et c'est pour ça, malheureusement, que les gens qui sont RSA, qui se victimisent, qui se blâment, bah, ils sont dans un cycle infernal parce que si on ne leur tend pas la main, ils ne s'en sortiront pas puisqu'ils n'ont pas assez d'énergie pour justement passer à l'action. Donc voilà, je donne une petite méthode, il n'y a pas que ça. Après, il faut personnaliser en fonction des gens. Il y en a qui ont des blocages physiques, psychologiques, il y en a qui ont subi des souffrances dans leur enfance, par l'environnement, par leurs parents, et donc ils ont créé de tels blocages que bah, pour passer à l'action, il va falloir vraiment les aider et les accompagner. Ouais, alors tu as dit vraiment plein de choses intéressantes. Et ce que tu as dit au début, je ne sais pas si tu connais, ça se rapproche de ce que les Japonais appellent l'ikigai. Tu as entendu parler de ce mot-là? Bien C'est sûr, ça, hein? bien sûr. Ouais, Ouais, où tu as la vocation, la passion, et du coup, il y a le quatrième pilier qui est qui me payerait aussi. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse et qui me paieraient pour faire ça? c'est ça. C'est le quatrième pilier. J'adore l'exercice de la feuille blanche parce que j'en parle aussi, et un peu cette écriture automatique, quand on commence à écrire, ça part et l'inconscient commence à parler. Ensuite, donc, tu parles de projection, donc de visualisation. On est même plus que dans de l'imagination, on est dans de la visualisation en hypnose. Ce que j'appelle la projection négative aussi, où quand on se projette, on se dit, ah purée, en fait, ça fait super mal d'être dans 10 ans dans la même zone de confort, et ça pourrait peut-être être intéressant d'être confortable dans l'inconfortable, c'est-à-dire en mouvement. Donc ça me parle énormément, et puis trouver la première action simple, j'ai appelé penser à agir, justement pour expliquer la dualité entre la pensée et l'action. Donc merci Et pour je mettrai un truc, si tu me Ouais, permets, qui est hyper important. Je fais souvent ce test en one-on-one, en coaching, et je l'ai fait en séminaire. C'est assez impressionnant. ouais, C'est que tu demandes ce que les gens ont envie d'avoir dans un jour, 5 jours, dans un an et dans 20 ans. ouais, 95% des gens sont incapables. Donc, comment tu veux toucher une cible si tu ne connais pas la cible? Par exemple, alors en coaching, en sport, on le voit régulièrement, les gens viennent me voir et disent, monsieur, j'ai envie de maigrir. Alors, maigrir, c'est pas le bon mot, c'est perdre du gras déjà. Maigrir, c'est avoir des carences, c'est être maigre, c'est jamais bon, c'est être malade. Je dis, OK, vous voulez perdre du gras. Mais ça ne veut rien dire. Je leur dis, mais où, combien, en combien de temps? Et une fois que et tu vises et tu touches la cible. Si tu ne connais pas ta cible précisément, comment tu veux arriver à la toucher? Quand ouais. tu es architecte, tu fais un plan, tu dessines la maison, d'accord? Tu le fais approuver, puis après tu construis. Donc si tu n'as pas un plan précis, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux comme type de maison, combien de pièces, machin, bah comment tu veux construire? Après tu fais ce qu'on appelle la résistance des matériaux pour faire des fondations, des semelles, et tu construis, c'est toujours les mêmes bases. Et une fois que tu as compris les schémas de la réussite, ce que j'appelle l'état d'esprit de la réussite, tout est réussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, parce qu'ils ont ce process, ce schéma en tête, ils ont le logiciel installé, et puis tu en as, ils ne font que cumuler les échecs, parce que malheureusement, ils n'ont pas compris le concept de la réussite et surtout le protocole à mettre en place. Ouais, Très l'étape d'amélioration continue, définir des objectifs SMART, et puis un petit peu, là, tout ce que tu ça, racontes a un fort écho que tu as dû lire et tu dois connaître de Napoléon Hill, qui décrit cette philosophie du succès et justement ces structures du succès après ces centaines d'interviews qu'il a fait partout dans le monde. ça. Euh, bon, bah, c'est génial, on est en phase sur plein de choses, on a plein de valeurs en commun. Ma prochaine question maintenant, elle se rapproche un peu plus du sport. Et alors un domaine que je connais pour le coup absolument pas, qui est les arts martiaux. Moi, je fais de la musculation depuis pas mal d'années, mais les arts martiaux, je connais pas. Et donc tu fais aussi du Qigong, c'est entre les arts martiaux et puis la méditation un petit peu, où il y a des mouvements lents. Qu'est-ce que la pratique des arts martiaux, du sport, alors on va aussi parler de la musculation, mais l'aspect conscience de son corps, conscience du mouvement dans l'espace, qu'on appelle aussi la proprioception. Quand je fais le mouvement, je me concentre sur la contraction volontaire ou la contraction du muscle, etc. Qu'est-ce que ça, cet aspect du sportif, peut apporter d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue de la réussite? Déjà, est-ce que tu y vois un lien ou est-ce qu'il n'y en a aucun? Et s'il y a un lien, lequel ce serait et comment ça te sert à toi? Alors, il y a un lien à partir du moment où tu fais les choses de manière, on va dire, optimale et surtout que tu réfléchis pourquoi tu le fais. Alors, je m'explique. Mhm. Quelle que soit la discipline sportive, quel que soit le projet que tu as dans ta vie, soit un entrepreneuriat ou autre, si tu n'es pas capable de te connecter, d'être focus sur ce que tu fais,
tu ne réussiras pas. C'est la capacité à être à fond dans ce que tu fais, mettre toute ton énergie pendant un temps donné. Ça veut dire que quand tu pratiques la musculation, tu dois avoir une connexion muscle-cerveau optimale. Sinon, si tu regardes tout ce qui se passe dans la gauche, tu n'es pas connecté avec ton corps, tu risques de te blesser et tu risques surtout de ne pas travailler correctement et de ne pas obtenir ce que tu veux. Si tu fais un développé couché avec un maximum, tu dois être concentré, tu dois vraiment être dans ta bulle et mettre tout ce que tu as pour mettre en action les unités motrices. Si tu fais de l'hypertrophie musculaire, hein, tu fais myofibrillaire ou ce que tu veux, tu dois être en capacité de te concentrer sur ton muscle. Schwarzenegger le disait, la connexion cerveau-muscle. Ouais. Si tu as un projet, que tu es entrepreneur et que vraiment tu as envie d'agir efficacement, tu dois utiliser deux choses, c'est être efficace. Donc moi, je suis un adepte de la loi Pareto. Hein. Ouais. Je concentre mon énergie sur peu de choses, mais là, c'est tellement puissant puisque le faisceau est tellement fait petit que la pression est monstrueuse. Et je dois être capable, encore une fois, de me connecter. Capable de me connecter avec ce que je fais. Donc, quelle que soit la musculation ou l'art martial, c'est la capacité à connaître son corps, avoir le mode d'emploi de son cerveau et de son corps pour réussir. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que je suis rentré à 12 ans à l'INSEP, ouais. Et on m'a fait tout de suite comprendre l'importance du lien entre le mental et le physique. Si tu as un physique de foot, tu as une technique de dingue, mais qu'un truc qui te perturbe dans ta vie, tu ne seras pas performant. À l'inverse, si tu as un mental de guerrier et que à côté, tu as un physique de merde, une mauvaise santé et que tu n'as pas la technique, tu n'y arriveras pas. Donc, c'est vraiment holistique, c'est un ensemble de choses qui font que tu réussiras. Sauf que tout le temps, tu retrouveras l'aspect capacité à être focus, à se connecter et à se connaître. Donc, quand tu fais du sport, quand tu fais de la musculation, tu apprends à connaître ton corps, mais tu te rends vite compte que le mental, il interfère pour la volonté, pour la persévérance, pour être là toujours quand il faut, pour ne pas procrastiner. Ta séance, c'est lundi, mercredi, vendredi, c'est pas samedi. Tu as des écarts entre les groupes musculaires. Donc, tu vas apprendre à te structurer, tu vas apprendre à respecter les plans d'action. Voilà. Et quand tu fais des arts martiaux, c'est pareil. Il y a des moments où tu feras des séances techniques. Le lendemain, tu feras des séances physiques. On ne fait pas deux fois les séances physiques. On fait des intervalles avec technique, physique, avec peut-être du foncier à côté. Enfin, il y a une juste planification dans la semaine et ça t'apprend encore une fois à structurer les choses, à planifier, à faire des microcycles, des macrocycles, parce que tu programmes. Et si tu ne fais pas ça, tu n'y arrives pas. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui réussissent sans se blesser. Et c'est comme ça aussi, il y a des gens qui sont bourrins et qui ne structurent pas, qui marchent à l'instinct, et ils finissent par se blesser parce qu'ils n'ont pas justement cette capacité. Et ça s'apprend. Et il y en a qui ont des prédispositions, il y en a qui n'en ont pas du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Donc voilà ce que ça m'a apporté le sport, en fait. Ouais, le sport est une bonne école du coup pour se structurer, apprendre à se dépasser. Et alors tu parles de la loi de Pareto, tu parles de l'efficacité. J'ai même l'impression que tu parles de ce qu'on appelle l'efficience en développement personnel, c'est-à-dire l'efficacité de l'efficacité, quoi. C'est ça. Ouais. Alors, tu sais, j'ai une fille qui est psychologue, ouais. clinicienne. Alors, on s'est pas mal pris de bec, hein, parce que moi, je suis en thérapie brève. Ah oui. Ouais, donc l'hypnose, elle dit c'est n'importe quoi, machin et tout. Et on a discuté, donc elle m'a expliqué des choses que je comprends, que j'entends, qui m'intéressent. Elle m'a vraiment appris énormément de choses et j'ai croisé que mes connaissances. Et je me suis rendu compte que tout est bon à prendre et que plus on est ouvert d'esprit, plus on est curieux et plus on accepte les idées des autres, plus on progresse. Et c'est pour ça que je vais au salon du fitness. Pourquoi? Pas pour voir d'autres personnes, pour rencontrer des gens, pour voir d'autres technologies, pour te rencontrer, je ne t'aurais pas rencontré, et pour voir qu'on a des pensées différentes, des actions différentes, mais que si je ne me nourris pas des connaissances des autres et de l'avancement, parce que ce qui était valable il y a 10 ans n'est plus maintenant, ce qui était impossible il y a 10 ans est devenu possible, et en fait, l'intérêt, ce qui me fait kiffer, même à mon âge, c'est que je progresse au quotidien parce que je rencontre des gens. Et si je restais dans mon monde, en regardant mon nombril, je vais régresser puisque ça avance très vite. Et à part flatter mon ego, j'arriverai à rien. Donc ça m'a appris le sport à me dépasser, à être curieux et surtout à me remettre en cause. Parce que tu es champion lundi, tu es champion de France lundi, mardi, tu n'es plus champion. Il y a un autre mec qui est arrivé avec une autre technique, avec un autre mental. Et là, si tu n'es pas capable de te remettre en cause, tu te fais bouffer. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des comebacks, il y a 2 ans d'arrêt, ils n'existent plus. Parce qu'en 2 ans, il s'est passé tellement de choses. Et eux sont restés sur les acquis d'avant, n'ont pas voulu se remettre en question, avec un ego surdimensionné, ou parce qu'ils pensent qu'ils savent tout. Non, mon gars, hein, en 2 ans, ça a évolué, ou on a vu chez les championnes notamment ça. Hein. Donc voilà, ça m'a appris à rester humble. Pardon, excuse-moi. Ça m'a appris à rester humble, à être ouvert d'esprit, et pas se cacher derrière des grades, et pas se cacher derrière un volume musculaire ou un titre. Voilà. Ça me fait penser à une citation de Aristote qui dit « Le doute est le commencement de la sagesse ».
Donc, c'est vrai que Ça. tout démarre par le doute. Et c'est marrant ce que tu as cité avec ta fille, parce que moi, je me prends le chou tout le temps avec des psychanalystes ou ce que je les appelle les dogmatiques de la pensée unique. Et je leur rappelle avec amusement que Milton Erickson, qui a mis en place l'hypnose ericksonienne, était un élève de Freud. Donc, Ouais. voilà, c'est juste qu'à un moment, il a douté et puis il a créé autre chose, quoi. Alors, une autre question maintenant pour continuer un peu cette discussion donc sur la psychologie de la réussite, ce que j'appelle la psychologie de la réussite. Est-ce que tu aurais des astuces que tu utiliserais au quotidien, mais alors vraiment des trucs pratico-pratiques qui te permettent de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, tu vois? Est-ce qu'il y a des... Alors, ça peut être une habitude de vie, ça peut être une méthode particulière, une technique ou un ensemble, c'est toi qui vas me dire ça, qui te permettent encore aujourd'hui, alors que tu n'as plus rien à prouver, de toujours être curieux, de toujours te dépasser, de toujours avoir envie d'aller plus loin et de kiffer, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois, kiffer la vie au quotidien et juste d'être heureux, quoi, tout simplement, parce que tu es en mouvement. Est-ce que tu as des petits trucs comme ça? Ouais, alors moi j'ai mis en place, déjà je suis un adepte de la ritualisation. J'ai des Ah, rituels. Alors j'ai le rituel du matin, hein, c'est pas compliqué, hein. Je me lève, je vais aux toilettes, douche gelée pendant ah 5 comme minutes. méthode Wim Hof, du coup? Ouais, Wim Hof, j'adore. Voilà. Douche froide, petit café. Après, je fais la salutation au soleil en yoga pour réchauffer Ah, mon corps, le préparer. pareil. Bah, comme le chat quand il se réveille, hein, il s'étire. Ensuite, bah, j'ai mon programme type, c'est que soit je fais une séance de yoga derrière, soit je fais musculation, je m'accroche à ma barre fixe et je m'entraîne, je fais beaucoup de poids de corps. Je travaille beaucoup au poids de corps, ouais. Ou soit je me fais un petit travail technique, shadow, tranquille, pour préparer ma journée en fait. Puis après, ma journée est fractionnée en diverses activités. Je varie beaucoup les activités pour être focus à chaque fois. C'est que je peux bosser 2 heures sur des mails. Après, je vais passer à l'écriture pour une formation. Après, je vais dire, bah, il est temps pour moi de me connecter avec mes collaborateurs. Après, je bloque 4 heures de réunion. Je fais en sorte d'avoir des activités différentes qui ne stimulent jamais la même chose. Un coup du Mhm. physique, un coup du mental. Et je m'octroie 5 minutes de pause systématique toutes les heures. C'est Donc, je bois un café, je marche, je respire, je fais la cohérence cardiaque. J'ai oublié de ouais. le dire le matin, je fais ma cohérence cardiaque 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et, et je ne me couche pas le soir sans avoir réalisé mes rituels. Après, ce qui me fait donne envie d'aller plus loin et ce qui me donne envie ce qui me fait kiffer, hein, c'est qu'en fait, ça va paraître prétentieux, hein, mais je ne me vois pas vieillir en fait. Mon corps, je le ressens comme à mes 20 ans, j'ai la même patate, j'ai la même joie quand je m'entraîne en musculation, Mhm. j'ai le même intérêt quand j'ouvre un livre et que je découvre des choses nouvelles. En fait, je suis un enfant, je reste un enfant. Et donc, c'est comme l'enfant qui découvre, hein, qui tout est merveilleux. Un stylo, c'est merveilleux. Et il se casse la poire, il se remonte, ben, il est content, il est merveilleux. Il voit un ballon, il s'émerveille. En fait, voilà, la vie, c'est un terrain de jeu pour moi. C'est la, Donc, la, la beauté de la naïveté, un petit peu. c'est un peu ça, voilà. Alors, j'ai le pragmatisme et le côté cartésien assez développé d'un côté, mais j'ai besoin d'être émerveillé. Donc, j'aime bien découvrir d'autres méthodes. J'aime bien, d'ailleurs, on me dit souvent, mais t'es encore parti sur un autre truc. Ouais, il faut que j'étudie, il faut que je sache. Voilà. Je suis curieux de nature, en fait. Donc j'aime bien à chaque fois que tu réponds, reformuler un petit peu, c'est de trouver les pépites dans ce que tu as dit. Donc il y a ce rituel matinal, je suis super content parce qu'on fait exactement la même chose. Donc ça m'envoie, je me lève, je vais aux toilettes, je prends ma douche froide, je fais ma salutation au soleil tous les matins et je fais mon café, je moue moi-même mon café pour tout te dire. Et comme je fais le jeûne intermittent, j'ai pas de petit-déj. Donc Et je parfait. pratique le jeûne intermittent aussi. Le Ah, 16 bah, huit Voilà. décidément. C'est assez incroyable parce que des gens comme ça, j'en connais pas beaucoup qui vivent avec ces attitudes-là et du coup, je suis content de voir que à un niveau d'excellence comme le tien, tu les pratiques. Ensuite, donc, quand tu travailles, tu pratiques, tu l'as pas dit, tu l'as pas cité, mais c'est la technique Pomodoro. Donc, tu prends Ouais, au ça. lieu alors La moi je l'ai tomate, adapté. la tomate. Ouais, la tomate italienne. Au lieu de faire 25 minutes, tu fais 40, tu fais 1 heure quoi. Et je fais pareil. Moi, je l'ai changé en 1 heure parce que je trouvais que 25 minutes c'était trop court quoi. Alors, ça dépend ce que je fais, hein. Ouais, Si ça nécessite des trucs vraiment où je dois être vraiment 1000% dedans, tu vois, des sujets importants, là, je fais les 25. Mais ouais, quand c'est pour moi, que je maîtrise le contenu et qu'il n'y a pas un stress particulier, je vais à 55 minutes, 1 heure. Voilà. d'accord. 55 minutes, 5 minutes de repos. Ouais. Ouais, et ok. Moi, j'ai vu aussi une troisième étape. En ce moment, j'écris mon livre papier, là, mon premier livre papier. J'ai vu que tu as sorti le tien il n'y a pas longtemps. Félicitations d'ailleurs. Moi, il sort de sortir en septembre. Et quand tu es créatif, que tu as besoin d'être créatif, des fois, tu peux partir sur 4-5 heures sans manger, sans bouffer. Ça, c'est incroyable. Mais c'est des trucs un peu rares, ça. Bon, Ouais. on n'est pas Et là pour que le je fasse. flow, C'est le toi ton flow. truc.
Ouais. Je dis, c'est le flow. Ouais, le Ok. flow, exactement, une espèce de flow énergétique où tu sais pas d'où ça vient, mais ça vient. Et qu'est-ce que tu as dit après? Voilà, cet aspect que j'ai aimé aussi, parce qu'on entend toujours les gens en développement personnel dire je suis enfermé dans une routine. Et moi, je leur dis, les gars, si vous arrivez à définir vos routines et devenir maître de vos routines, vous avez la liberté. Parce que définir ses routines, c'est la liberté. Et tu as parlé tu as employé un mot que j'ai aimé, la ritualisation. Le mot rituel, il y a quelque chose de sacré là derrière, tu vois. Et du coup, tu ritualises tes journées, tu les rends routinières, mais tu crées tes routines. Et en effet, c'est pour moi l'une des clés de la Ce que réussite. je te dis, c'est que quand je bois mon café, donc moi je ne moue pas le café, hein, mais moi j'ai la cafetière à l'ancienne, tu sais, je sais pas, où tu mets l'eau, le café, ça coule. Donc ça met au moins 3 minutes pour couler. Et pendant ces 3 minutes, c'est ce que je fais. J'écris tout ce que je vais faire dans la journée. Donc j'ai 5 actions quotidiennes. Je ne me coucherai pas sans les avoir faites. Ouais, tu Donc il mets faut que tes je les grosses fasse. pierres. Ouais, j'ai 5 actions à faire. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être je vais écrire pour mon bouquin 10 pages. Mhm. J'écrirai 10 pages, c'est pas 11, c'est pas 9, c'est 10 minimum. Et puis après, une fois que j'ai fait mes 5 actions, je sais que j'ai déjà fait le principal de la journée. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que je suis le plus puissant, le plus opérationnel, le plus performant le matin. Ouais, Quand j'ai l'estomac vide, donc d'où le jeûne intermittent, je suis très performant jusqu'à 11 heures, donc je me lève à 5 heures le matin waouh, environ. Ouais, 5 heures le matin, 5h30, je suis accroché à la barre fixe. Ouais. incroyable. Ça fait toujours mes gars, parce Ça, que j'y arrive j'envoie des pas. messages très tôt. Ouais, voilà. Et j'adore parce qu'il n'y a pas de bruit, je ne suis pas dérangé et je suis seul. Et pourquoi j'aime bien m'entraîner à la domicile, c'est parce que je ne dis pas que je m'entraîne qu'à domicile, hein, mais j'aime bien parce qu'il n'y a pas d'ego. Je m'habille comme je veux, je suis face à moi-même et je ne triche pas. Mhm. J'ai pas besoin de prouver. Dans les salles, beaucoup de gens cherchent à prouver parce que l'autre est fort à côté, il est plus musclé. Je m'en fous. Je peux être torse nu, je peux être un 15 survêt pourri. Je suis face à moi-même. C'est une sorte de méditation active. Donc pour moi, c'est nécessaire d'être face à moi-même au moins une demi-heure par jour. Voilà. Ouais, on sent la discipline du sportif derrière, hein. On sent la rage du sportif quand tu parles, je trouve. Mm. Tiens, j'ai une question qui me vient que je n'avais pas notée rapidement. Est-ce que tu médites du coup? Ouais, enfin, mais je médite pendant la cohérence cardiaque en fait. En marchant donc. Non, je le fais assis. Tu restes Euh, assis, d'accord. Ouais, quand ça, je la fais assise. Et 5 minutes me suffisent. En fait, je me Ouais. connecte très rapidement. Moi, j'ai mes capacités là-dessus. Je travaille depuis longtemps la visualisation, l'imagerie mentale à la base. Mais avec l'hypnose, moi, en 15 secondes, je me connecte où je veux sur un banc, n'importe où. Donc, je me mets, je travaille sur moi et je fais une méditation très, très basique. En fait, je travaille beaucoup sur. Ça dépend, en fait. Si j'ai un objectif, je suis très. Je visualise, j'obtiens. En D'accord. fait, une fois que j'ai bien visualisé, que les choses sont bien préparées dans ma tête, alors je visualise aussi bien les odeurs que, toi, l'exemple Le backup, typique, là. c'est, ouais, ouais, tu vois, j'ai fait une démonstration à Bercy il y a quelques années, j'ai pas pu la répéter, la préparer, je l'ai tellement vécu en visualisation, je l'ai tellement vécu qu'il s'est passé exactement ce que j'ai vécu. Comme le cerveau fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, tout ce que j'ai vu, j'ai visualisé, mais vraiment les sensations. C'était Bercy avec les lumières, puis je connais bien Bercy. J'ai tellement vu les choses, je les ai tellement senties dans mon corps, je suis arrivé, c'est passé exactement ce que je voulais. Hmm. C'est ça le danger, c'est que j'aurais pu visualiser une chute, je serais tombé. J'ai visualisé la réussite. Dans ma vie, je visualise toujours des choses en positif et honnêtement, sans prétention, je suis rarement en difficulté. Et quand je suis, c'est une expérience, quoi. C'est que c'est pas aujourd'hui. C'est là où on arrive un peu à cet aspect dev perso ultime où on dit je crée ma réalité, quoi. Ah ben j'y crois, j'y crois. Non, On crée son futur à 80%. Il y a ce qu'on maîtrise pas, mais à 80%, tu crées ton futur. Ouais. tu prêches un converti. Ouais. Alors une autre question maintenant qui revient souvent aussi pareil dans les questions que j'ai et qui intéresse beaucoup mon audience. Quand on réussit, on s'expose. Qui dit réussite dit exposition par les médias, sur Internet aujourd'hui. Même les jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont très exposés alors qu'ils ne réussissent pas et qu'ils ne sont en fait rien au début. Enfin, ils sont juste un individu qui a rien fait d'extraordinaire, mais avec quelques photos, on est très vite exposé. Et qui dit exposition dit assujettissement aux critiques. C'est-à-dire, il y a Mm. les haters qui arrivent comme ça, qui disent, toi, t'es une grosse merde, tu vois. Et donc, t'en as eu, j'en ai tous les jours aussi. Comment est-ce que tu gères les critiques? Comment tu arrives? Alors, moi, je dis qu'il ne faut pas les gérer, je dis qu'il faut les filtrer. C'est quoi ton avis là-dessus? Comment est-ce que tu gères ou tu filtres ça? Bah, en fait, je les filtre pas, je les gère pas puisque je les regarde pas. Je le sais en fait par les gens qui me disent, t'as vu ce que tu viens de prendre, ils viennent se moquer de toi, je vois, ouais. Voilà.
Ça glisse parce que déjà, je vais perdre de l'énergie, je vais donner de l'importance, je vais perdre du temps à les lire. Et puis, t'en lis une, t'en lis deux, t'en lis trois. Maintenant, après, attention, il y a critique et critique. Les mecs qui balancent des trucs derrière le clavier qui n'existent pas, parce que quand tu fouilles, tu te rends compte qu'ils n'ont même pas de compte, ils ont juste créé quelque chose pour te défoncer. Tu as les concurrents qui vont faire appel à des mecs pour te défoncer aussi, donc c'est pas important. Par contre, si c'est des critiques qui viennent de l'extérieur pour des gens qui ne sont pas identifiés, je m'en occupe pas. Par contre, si c'est des critiques, qu'elles soient positives, négatives, de mon entourage proche, des gens qui m'apprécient, là, j'en tiens compte. Parce que ça veut dire soit je me suis trompé, soit il faut que j'argumente pourquoi j'ai fait ça. Donc ça m'intéresse. Si mes collaborateurs me disent, là, je pense que tu aurais peut-être dû faire comme ça parce que, voilà, là, j'écoute. Maintenant, si c'est pour me dire, tu es un vieux con, tu ressembles à rien, ok, c'est pas un souci, je suis vieux, il a complètement raison, je ressemble à rien, pourquoi pas. Par contre, moi, je me dis un truc très clair, moi, je suis bien dans mes pompes, je continuerai à faire ce que j'ai à faire, personne ne m'arrêtera parce que personne ne pourra m'empêcher d'être sur YouTube, personne ne pourra m'empêcher de lire, personne ne pourra m'empêcher de m'entraîner à 5 heures le matin. Par contre, toi, ce qui est clair, c'est que le temps que tu passes à me critiquer, bah, t'en fais rien et que bah, malheureusement, tu vis ton mal-être à travers ma réussite, donc tu vas t'enfoncer dans ton mal-être et quelque part, ça te ramène à toi-même, quoi. Et donc, alors si j'ai la personne en face, je vais essayer de lui tendre la main en lui disant, écoute, tu m'as critiqué, je t'invite, tu me suis, tu regardes, après tu pourras dire si bien, c'est pas bien. L'exemple typique, c'est la série unique. Quand j'ai parlé de la série unique, Ouais. les gens n'ont pas compris le protocole. Puis à chaque fois que j'explique le protocole, on me fait, ah ouais, mais c'est pas vraiment la série unique. Je fais, non, c'est une série unique, mais il se passe des choses avant. Si tu n'as pas accès au protocole, tu ne sais pas ce que c'est. Puis après, je lui dis, tu as été voir les données scientifiques sur le domaine? Je n'ai jamais dit que tu serais Monsieur Univers. Ils me disent, ah ben non, je dis, va voir Prévost, va voir un tel, va voir ce que dit telle personne, tel culturiste, il y a Diesel qui en a parlé, il y a Gasser qui en a parlé, il a été champion du monde. Je lui dis, va voir, mais tu n'as pas dit que tu serais Monsieur Univers. Il t'a dit, voilà ce qu'on dit et voilà ce qu'on a constaté. Et ben en fait, les gens me disent, ah ouais, t'as pas pris le temps. Donc, en fait, c'est ça, c'est des critiques rapides qui sont légères, hein, donc j'en tiens pas compte. Alors Ok. moi, ça, tu peux me mettre sans critique, je continuerai. Quand j'ai monté ma boutique en ligne, on m'a dit tu vas te planter, tu ne réussirais pas, tu te prends pour un Américain. J'ai continué. Et puis, bah, comme je dis toujours, il y a 3 étapes dans la vie. On t'ignore, on te critique et on te copie. Ouais, c'est pas toi qui as dit ça, je sais plus qui a dit ça là. Je sais Tu plus vois, qui, ouais, mais il y a une citation très connue qui est comme ça, ouais. bah, voilà, tu vois, bah, je ne savais même pas, tu vois. Mais c'est toujours comme ça. Regarde, on m'a ignoré quand j'ai monté ma boutique. On m'a dit de toute façon, il va se planter. On m'a critiqué, mais violemment dans le monde des arts martiaux parce que ça ne se fait pas. Et juste des coutumes, je ne sais pas d'où ça vient. Puis après, on m'a copié parce que plein de mecs ont fait comme moi. C'est pour ça que je dis ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Et mon webmaster du moment m'a dit, mais t'es fou. Parce que tu fais quelque chose que les autres ne font pas. Bah, j'ai dit, écoute, si tu veux être différent des autres, fais exactement ce que les autres ne font pas. Sinon, tu seras comme les autres. C'est ce qui Ça, c'est- c'est pas moi, ça vient pas de moi, ça. Ça vient d'Einstein. Ouais, voilà. Mais c'est un peu ça, quoi. c'est ce qui s'est Donc, passé quand j'ai lancé Penser Agir en 2012. On m'a dit, t'es ingénieur, t'as pas le droit de faire de psychologie, et en plus, jamais les gens le feront sur Internet parce qu'il faut un thérapeute. Je leur ai dit, bah écoutez, on verra ça, enfin, on verra plus tard. Et puis aujourd'hui, voilà. voilà, donc maintenant, Dernière question. Comment? ouais. Non, non, je dis, bah, maintenant, les gens aiment bien ce que tu fais, voilà. Et le copie. Alors là, Et parfois, deviennent et s'inscrivent à tes formations, alors qu'ils oui, ils critiquaient. s'inscrivent, ils copient, ils font exactement la même chose, et puis je les vois échouer. J'ai remarqué, c'est assez intéressant sur Internet. Comme, en fait, tous ceux qui se lancent me contactent pour rédiger chez moi. Parce que sur Internet, ce qui compte, c'est les backlinks. Et bon, voilà, pas rentrer là-dedans. Et ils créent le site. 99% des gens, au bout de 3 mois, ils ont abandonné, quoi. Et il y a 1% de gens qui vont rester. Et ce pourcent a une idée en fait différente, finalement, quoi. Bien C'est pas sûr. Dernière question très rapide. En Ouais. dehors du livre que tu viens de sortir, est-ce qu'il y a un livre, c'est une question très compliquée, mais un livre que tu conseillerais aux gens qui regardent cette interview pour réussir? Dans le sens large du thème, la réussite. Ouais, alors un livre qui est assez simple, que j'ai donné à une de mes filles, Père riche, Père pauvre. Ah, de Euh, Kiyosaki, là, qui a dit? Intéressant. Ouais. Ouais, et puis la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais. L'automatisation, alors après, c'est du marketing, on en fait ce qu'on veut, mais il y a un fond intéressant sur l'optimisation, sur la loi Pareto. Il a fait une analogie, il a fait la même chose avec la musculation, très intéressant avec les principes d'Occam, tout ça. Et en Ouais. fait, tu te rends compte que c'est pas un sportif à la base de haut niveau, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué le mentoring, il a été voir les meilleurs, et il a dit, je fais la synthèse de ce que disent les meilleurs. Quelle intelligence! Je veux dire, Ouais. il y a des gens qui ont fait des chemins. Moi, je rencontre des gens, je travaille beaucoup avec des gens en neurosciences.
Mhm. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont étudié pendant 20 ans. Bah, je fais une synthèse de ce qu'ils ont étudié pendant 20 ans, s'ils le veulent bien avec eux. Bah, j'ai gagné du temps. Mais oui. Donc, ça permettra d'étudier d'autres choses à côté. Si je prends tout à zéro, c'est compliqué. Alors, il y a des choses que j'ai envie d'étudier, donc je me rapproche des meilleurs. Moi, j'ai toujours essayé de travailler avec les meilleurs. J'adore. Parce que je n'aime pas perdre mon temps. Puis j'ai un âge que bah, j'ai pas non plus 100 ans à vivre encore, hein. J'ai 57 ans, il ne faut pas oublier bientôt. Donc je dis, il faut que j'en profite. Et deuxièmement, ça c'est quand j'aime. Et quand je n'aime pas, alors j'ai un principe de vie très simple, je délègue. C'est que je ne Mhm. peux pas savoir tout, j'ai des tâches qui ne m'intéressent pas et je délègue. Et l'exemple typique que j'ai utilisé récemment dans une entreprise, je coach beaucoup d'entreprises, il y a un truc qui m'avait choqué. J'étais, et alors, Tim Ferriss s'en parle en plus, c'est assez marrant, un chef d'entreprise qui avait une intelligence financière qui était à mon avis très limitée pour moi. Et il faisait le ménage lui-même dans l'entreprise. Il me dit, ouais, mais une femme de ménage, c'est 15 euros, tu te trompes, c'est cher et tout. Mais j'ai dit, tu coûtes combien de l'heure, toi? Ouais. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Bah, j'ai dit, tu vois, si tu gagnes 50 de l'heure, bah, tu gagnes 35, mec. Je lui dis, là, tu es en train de perdre de l'argent. Il me dit, mais t'es dingue. Alors, je lui ai fait un tableau Excel, et je lui ai expliqué. Il m'a dit, waouh. Je lui ai dit, après, je lui ai parlé du revenu relatif, revenu absolu. Je lui ai dit, tu bosses 2 fois plus que les autres, donc t'es smicard. En fait, les gens que tu emploies, ils ont le même salaire que toi. Ah, S'ils mais c'est pour bossaient ça. le salaire, et il n'avait aucune notion de ça. Je lui ai dit, bah, prends ce bouquin, tu le lis. Je ne dis pas que tout est à prendre, c'est américain, c'est du marketing. Mais peut-être que tu vas voir les choses différemment, peut-être que tu vas automatiser, peut-être que tu vas plus déléguer, peut-être que tu vas prendre plus de temps pour toi, prendre du recul pour te recharger en énergie, peut-être qu'en vacances, tu vas te rendre compte que tu ne prends pas les bonnes voies. Et ça, c'est important de travailler sur soi, de garder un temps dans la journée où tu vas travailler sur toi, tu vas faire une forme d'introspection, ça peut être assis sur un banc. Moi, je sais que j'aime bien m'asseoir sur un banc au soleil. Pendant Ouais. 30 minutes, je ferme les yeux, je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance dans le bon sens? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des frustrations à ce jour? Voilà. Ok. Donc, Père riche, Père pauvre et la semaine de 4 heures de Tim Ouais, Ferriss. j'aime bien ce que j'ai passé à beaucoup de gens. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Tout ce que tu as dit, ça m'a parlé vraiment énormément. Et puis, merci aussi d'être si accessible parce que, honnêtement, c'est dans les allées du salon du fitness qu'on s'est rencontrés. Je suis venu te parler, tu as été super sympa. Et une semaine après, on fait l'interview ensemble. Tu Donc, sais, top. tu connais la méthode des 4-20, je pense, en PNL. Des quoi? Des quatre? Méthode des 4-20. Eh Les ben, 4. alors, non, celle-là, je la connais pas. Alors, bah, c'est une méthode qu'on utilise, c'est le subconscient en fait qui le fait. On l'apprend en hypnose, ça. Et on l'apprend en PNL, si tu veux. Il y a, il y a une loi de l'inconscient en fait. C'est le subconscient qui le fait, donc on ne sait même pas. C'est quand on voit quelqu'un pour la première fois qu'on ne connaît pas, on regarde donc les 20 centimètres qu'il y a entre les deux oreilles. Est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il a un beau regard? Ce qui a été ton cas. Deuxièmement, on regarde les 20 mouvements. Tu avais des mouvements très amples, très souples, très sereins. Ensuite, tu regardes les 20 pas. J'ai regardé tes pas quand tu es venu à moi, j'ai regardé tes pas quand tu es parti. Tu avais D'accord. un tranquille, serein. Tu vois, tu n'avais pas un cas de mec précipité qui cherche à tout prix quelqu'un, un youtubeur pour se faire connaître, pas du tout. Et après, tu as la loi des 20 secondes. Les 20 secondes, quand je me suis connecté avec toi, j'ai regardé. Parce que très rapidement, voilà. Donc, tu as rempli les 4 conditions qui font que bah, tu sais que la personne, tu peux te connecter avec. Voilà. Ok. Alors, moi, je Ouais, le fais naturellement. ouais, je connaissais pas en fait, la théorisation du truc, mais après, c'est Ouais. vrai qu'on sait quand on discute avec quelqu'un si on est connecté, enfin aligné, moi j'aime bien dire, avec la personne ou pas, de toute façon. Si jamais, et ça arrive malheureusement, tu loupes ces 4-20, ça va être très difficile après de faire en sorte d'avoir une bonne vision de la personne ou que moi je donne une bonne vision de la personne. Si je me crame la première fois, toi tu vas enregistrer pas forcément une image positive et ça va être difficile, je vais ramer. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec des gens pour les entretiens, quand ils font des séminaires, la façon dont ils montent sur scène, je dis, tu as 20 secondes mec, tu n'as Ouais, pas, t'as pas 3 heures, donc si tu déconnes dès le début, par un comportement, par un stress, par des gestes qui sont négatifs, toxiques, ou simplement par une élocution pardon, qui n'est pas correcte, t'es mort. T'es ouais. mort parce que tu vas ramer, mec. Même si tu es compétent, tu vas ramer. Donc, bosse sur ces 20 secondes et puis tout ce qu'ils vous mettent en place. Être souriant, ça ne mange pas de pain. Être relax, ça ne mange pas de pain. Avoir une élocution qui n'est pas forcément élaborée, mais qui est simple, la nature. Et puis avoir une marche souple, ample. C'est un signe de confiance en soi, quoi. Donc voilà ce que je regarde.
Super dernier conseil. Et puis, du coup, merci de m'avoir analysé comme ça fait plaisir. Bon, pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas Frank Ropers, mais bon, quand même, là, je pense que c'est pas moi qui vais t'apporter du monde, mais en tout cas, tous les liens, ta chaîne, ton site, tes programmes et tout ce que tu veux que je mette sera en description de cette vidéo. Moi, je vais partager l'interview avec mes abonnés, on va la mettre sur le site et tout. Encore merci. Si tu veux rajouter quelque chose, tu peux. Et sinon, je crois qu'on a touché à une super interview là. Pour finir, je dirais simplement ce qui rend humble et ce qui permet de construire une belle vie, c'est de rencontrer des gens. Rencontrer des gens un maximum. On peut même parler avec la boulangère, n'importe qui. C'est pas se placer au-dessus des autres, c'est rester toujours simple. Parce que si on est simple, on devient accessible, on devient agréable. Si on pense qu'on est au-dessus des autres, on ne pourra pas pratiquer ce qu'on appelle le pouvoir de l'attraction. Pour l'attraction, c'est simplement être simple, être bien dans ses pompes et être à l'aise. Donc les gens vont venir à vous et on va plus vers quelqu'un qui fait pas la gueule et qui est serein que quelqu'un qui fait la gueule. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est pour ça que quand les gens, moi j'ai fréquente des gros businessmen, je crois que j'ai vraiment des gros businessmen, il y en a qui sont d'une simplicité telle qu'on ne s'en rend pas compte, sauf que ces gens-là ont une richesse incroyable et ils ont plus en plus de réussite dans tous les domaines sociaux et financiers. Et ceux qui pensent qu'ils sont arrivés en haut, qui sont imbus de leur personne parce qu'ils pensent que ils vont rester toujours en haut, c'est une erreur, ils finissent par chuter parce que justement, ils sont tellement puants qu'en fait, on ne va pas vers eux. Et ils s'enfoncent, ils s'enferment et ils meurent. Voilà ce que j'allais dire, c'est rester humble et aller vers les autres. Ouais. Super, merci beaucoup Franck, je vais te libérer parce que tu es super occupé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire un petit clic sur le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous, abonnez-vous à la chaîne de Franck si vous ne connaissez pas, vous verrez, il y a des trucs super et je vous dis à très bientôt. Ciao, merci Franck. Salut à tous. Ciao.